Coucou les mamans, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes très heureux de vous revoir ce matin, de vous présenter cette vidéo, Julius et moi. Nous avons l'intention de vous parler de la colère. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la colère? Le but de notre vidéo est de vous parler justement de la gestion de la colère, et vers la fin de notre discussion de Julius et moi, on va vous montrer un tout petit peu l'impact d'une mauvaise gestion de la colère sur l'éducation des enfants. Puisque vous savez, ce groupe est fait pour les mamans, mais on veut passer par les mamans pour atteindre aussi les enfants, raison pour laquelle Julius s'est joint à nous. C'est ça, on veut briller ensemble en tant que mère et enfant. Donc, c'est quoi la colère? La colère est à la base une émotion. C'est un sentiment qui se manifeste par le mécontentement, par le courroux, par une irritation profonde que nous ressentons en nous. Tout simplement parce que nous voyons que la situation qui se présente à nous est mauvaise. Et cette colère-là, quand elle monte en nous, elle est aussi le plus souvent un signal d'alarme. C'est mieux de la voir comme ça. C'est un signal d'alarme qui nous dit qu'il est temps de mettre nos limites. Que la barrière est franchie et qu'il est temps de mettre nos limites. Donc, son utilité première est de nous aider à nous faire respecter. Maintenant, la colère peut devenir mauvaise, dépendamment de la façon dont nous la gérons. Si nous la considérons juste comme un indicateur qui nous montre le point focal où il faut mettre nos limites, et que par la suite nous la gérons de façon positive, la colère peut alors être vue comme un indicateur positif. Mais le plus souvent, ce n'est pas ce qui arrive. Donc, vu sur l'angle d'un indicateur qui vient nous montrer là où il faut nous mettre nos limites, on peut dire que la colère n'est pas toujours une mauvaise chose en soi. Par contre, la colère peut être très mauvaise et nous allons regarder bientôt comment est-ce que la colère peut être totalement mauvaise dépendamment de la façon que nous la gérons. Oui, Julius, je viens de poser la question de façon négative, qu'est-ce qui rend la colère mauvaise? Mais je pense qu'il serait mieux de la poser de façon positive, en se demandant plutôt qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une gestion saine de la colère. Qu'est-ce que ça prend pour une saine gestion de la colère? À la base, ce que ça prend, c'est une belle capacité de maîtrise de soi. Donc, qu'est-ce que j'entends par capacité de maîtrise de soi? C'est la capacité à prendre du recul. Bien que nous sentons notre cou étranglé par la colère, c'est la capacité à prendre du recul et laisser le temps d'évacuer cette émotion pour faire rentrer l'objectivité avant de poser tout acte. Parce que tout acte qu'on va poser en dehors de toute objectivité a la potentialité de nous apporter des regrets. Parce qu'on aura agi sans réfléchir. Quand on est en présence d'une forte émotion comme la colère, ce n'est pas le moment d'agir. C'est le moment de gérer cette émotion, de lui donner le temps de s'évacuer comme il faut et de réintégrer notre capacité à être objectif avant de poser toute action. Puis, ce que moi je dis en fonction de la gestion de la colère, c'est que un moment de patience en temps de colère peut nous faire éviter 1000 moments de regret. Alors, faites très attention. Un moment de patience en temps de colère peut nous faire éviter 1000 moments de regret. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, quelle est ta façon de réagir quand tu es en colère? Es-tu du genre à être violent rapidement, à réagir rapidement sous le coup de la colère, à entrer dans la violence physique, dans la violence psychologique, à dire des choses que tu n'as pas pensé parce que tu es tout de suite dans la colère? Ou plutôt, es-tu du genre à te retirer et te donner le temps d'évacuer ton émotion, de reprendre ta belle conscience de tout ce que tu peux faire et que tu peux dire avant d'agir? Ça, c'est la question à se poser. Eh bien, comme nous venons de le voir, la colère, c'est donc
une émotion. Et nous avons également vu que pour gérer sainement sa colère, ça prend une belle maîtrise de soi. Et cette maîtrise de soi-là, c'est la capacité que nous avons à prendre du recul malgré notre courroux, à prendre du recul pour laisser le temps de faire passer l'émotion et laisser la place à notre objectivité avant toute action. Eh bien, maintenant, je vais solliciter Julius Cédric pour le domaine qui le concerne, pour qu'il nous dise en tant qu'enfant, en tant qu'étudiant psychoéducateur, en tant que coach auprès des enfants en réussite scolaire, ce qu'une mauvaise gestion de colère peut avoir comme impact sur l'éducation des enfants. À toi, Julius. Alors, on sait que la colère, c'est une émotion. C'est une émotion qu'on peut ressentir quand, du moins pour un parent envers un enfant, quand l'enfant dépasse une limite, quand l'enfant fait quelque chose qui ne nous plaît pas. Et la colère, je peux dire, est tout à fait normale. C'est une émotion. On est humain et on ressent des émotions comme la joie, la tristesse et aussi la colère, évidemment. On ne peut pas le nier. Maintenant, le problème réside dans le fait de comment est-ce que vous réussissez à gérer cette colère-là quand vous la ressentez, quand elle survient, quand votre enfant, par exemple, a fait quelque chose qui ne vous a pas plu. La colère, c'est une émotion qui nécessite beaucoup de maîtrise de soi pour la gérer. Et quand par exemple, un enfant fait quelque chose de mauvais à la maison, vous, en tant que parent, vous allez réagir avec colère, comme on dit, une émotion négative. Qu'est-ce que vous ressentez en fait quand votre enfant fait quelque chose de mauvais? Vous ressentez cette colère-là. Mais qu'est-ce que cette colère-là vous pousse à faire? Quand vous ressentez cette colère, est-ce que vous agissez immédiatement, notamment par des cris ou encore par de la violence physique? Parce que quand on ressent de la colère, il y a deux formes de violence qu'on peut produire. Il y a ce qu'on appelle la violence physique, donc ça peut être que ce soit frapper son enfant, et ça peut être aussi une violence verbale ou psychologique. Ça veut dire, parce qu'un exemple de ça, c'est crier sur l'enfant, l'insulter. Vous savez, dans notre culture, souvent, c'est beaucoup plus récurrent et au point que c'est devenu en quelque sorte normal de réagir ainsi quand notre enfant fait quelque chose. Mais sachez que ça a beaucoup d'impact négatif sur votre enfant. Votre enfant, là, quand il fait quelque chose de mauvais et que vous avez de la colère et que vous réagissez, que ce soit sous forme de violence psychologique ou physique, ben, votre enfant, il y a deux types d'enfants. Premièrement, il y a le type d'enfant qui, après que vous ayez réagi sous forme de violence, cet enfant-là va vous confronter. Le premier enfant, lui, va vous confronter. Donc, ça vous est certainement arrivé, vous avez sûrement un enfant qui, quand vous l'avez crié dessus ou frappé, ben, il s'est révolté. Il s'est révolté tout juste après. Il vous a aussi crié dessus. Vous comprenez? Donc, cet enfant-là va vous confronter. Deuxième type d'enfant, c'est l'enfant qui va garder cette colère-là en lui, garder le silence. Moi, je peux et faire semblant d'obéir. Hein? Exactement. Donc, il va garder le silence et il va tout de suite obéir à ce que vous avez dit qu'il devait faire. Même si ça ne l'arrange pas. Même si ça ne l'arrange pas. Et vous savez, dans la vie, par exemple, vous voyez ce verre, prenons l'exemple que ce verre, en fait, c'est votre enfant et que plus vous le chicanez, comme on dit ici au Québec, ou plus vous êtes en colère contre lui, plus vous réagissez mal envers lui, cet enfant-là qui garde tout, c'est comme si vous remplissez son verre. Ok? Et un jour, ça va déborder. Un jour, ça va déborder. Ça va soit déborder, ça peut déborder par exemple à l'école. À l'école, vous allez apprendre que votre enfant qui avait l'habitude d'être un gentil garçon en classe. Qui n'avait pas d'histoire. Exactement. Du coup, on va vous appeler pour vous dire aujourd'hui, votre enfant, ben, il a frappé un camarade dans la cour de récréation. On l'a envoyé, comme on dit ici au Québec, au tremplin. Ou bien il a frappé dans les murs. Exactement. Il a déchiré ses cahiers parce qu'il est fâché. Il a mal parlé au prof. Tout ça, c'est des réactions en fait que à l'école, il a ces réactions-là parce que tout ce qu'il a subi à la maison, en réponse à toute la colère, toute la violence que vous l'avez transmise au travers de votre colère parce que vous n'avez pas su comment le gérer, à l'école, il libère ça parce que de toute façon, il sait qu'à l'école, là, quand il va frapper son ami, quand il va crier après le professeur, quand il va parler mal, tout ce qu'on va lui faire, c'est
informer peut-être ses parents et le mettre à l'écart. On ne va pas le frapper en retour. Peut-être comme à la maison, s'il fait quelque chose de mauvais, là, on va le frapper. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça a beaucoup d'impact négatif, la façon que vous gérez votre colère envers votre enfant. Donc, c'est vraiment très important quand vous êtes rempli de colère envers votre enfant, ce que vous devez faire, en fait, comme maman a dit tantôt, un moment de patience peut sauver mille moments de regret. Ouais. Donc, prenez ces moments-là pour réfléchir un peu. Ok, comment est-ce que je vais réagir? Comment est-ce que je vais réagir envers mon enfant? Est-ce que c'est une bonne idée que je le frappe? Est-ce que c'est une bonne idée que je le crie après? Attention, ici, on ne dit pas qu'il ne faut pas du tout, d'une certaine façon, réagir quand son enfant fait quelque chose de mauvais. Non. Non. Sinon, votre enfant, on va l'appeler comme on va dire enfant roi. Un enfant roi, c'est un enfant qui fait tout ce qu'il veut à la maison. Il n'y a pas de correction. Loin de là, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais c'est le type de correction qu'il faut utiliser. Exactement. Il y a plusieurs types de corrections que vous pouvez utiliser. Il ne faut pas être dans la punition, il faut être dans les conséquences. C'est en fait ça. Il faut que l'enfant sache que quand je déborde des limites, il peut avoir une conséquence, mais il ne faut pas être un parent punitif. Parce que la conséquence éduque, alors que la punition vient renfermer l'enfant sur lui-même. Ça fait lever en lui une émotion contraire. C'est-à-dire, votre émotion a été la colère, mais quand vous allez être violent, l'enfant peut développer l'autre émotion maintenant qui doit être la peur. Et quand l'émotion de la peur prend beaucoup de place, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enfant refoule. Il refoule toutes ces violences en lui. Et puis, n'oublions pas que le parent est le premier modèle de son enfant. Le parent est le premier modèle de son enfant. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est probablement ce que feront nos enfants plus tard. Mais chaque fois, toi, papa, toi, maman, qui nous regarde, quand tu es violent envers ton enfant, dis-toi que tu es en train de s'aimer une graine, la graine de la violence, qui poussera un jour. Mais souviens-toi, dis-toi toujours, quel adulte j'attends de mon enfant X? Qu'est-ce que je veux que mon enfant soit quand il est à l'extérieur de la maison? Est-ce que je veux l'enfant violent dans la cour de la récréation face à ses pairs? Parce que ce qu'il a à la maison, il n'a vécu que dans la violence et que ça ne peut ressortir que là. Parce que, je vais dire, étant plus fort que lui à la maison, il ne peut pas réagir contre toi, le parent, en sortant la violence. Mais il va sortir cette violence-là quelque part. Quand il sera dans une relation asymétrique avec quelqu'un d'autre, il va faire sortir cette violence. Maintenant, s'il ne le sort pas cette violence dans la cour de l'école, il la sortira plus tard. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que nous allons attendre d'évacuer nos émotions, de retrouver notre objectivité avant d'agir pour éviter les conséquences négatives à court, à long et à court, à moyen et à long terme. Parce que même à long terme, l'enfant qui a été très violenté aujourd'hui peut être le mari violent de demain. Ça peut être la femme violente de demain. Ça peut être la femme qui va transmettre juste cette violence-là à ses propres enfants. Juste parce que nous n'avons pas été au courant que cette façon de faire n'était pas correcte. Mais je respecte la culture, je respecte notre culture, je respecte toutes les cultures. Mais d'aucuns vont dire que dans ma culture, ça a été toujours comme ça. Mais ce qui a été toujours comme ça n'est pas la chose la plus normale du monde. Ça a juste été quelque chose qui a été comme ça. Maintenant, ça ne nous empêche pas en tant qu'individu d'être critique face à cette façon de faire-là, d'être critique face à cette chose-là. Et j'ai envie de noter ici que les études scientifiques démontrent très bien qu'un enfant qui a vécu sous la violence reproduit la violence tôt ou tard. Mais qu'est-ce que toi, papa, maman, tu veux de ton enfant pour demain? Quel type de personne veux-tu que ton enfant soit dans la société de demain? Puis, pour revenir aussi ici au Québec, nous sommes quand même au Canada, on ne parlera pas sans revenir sur les lois. Papa, maman, nul n'est censé ignorer la loi. Nous sommes au Québec, nous éduquons nos enfants, nous pratiquons la parentalité positive à notre façon, mais si on ne le fait qu'en fonction de notre culture, sans être critique, ça se peut qu'on se met en défaut. Exemple, la loi sur la protection de la jeunesse considère la violence physique et psychologique comme un motif de compromission à l'éducation de ses enfants. Papa, maman, n'attendez pas que ça arrive
les institutions dans votre maison avant que vous appreniez à gérer votre colère. Les solutions existent. N'ayez jamais honte de demander de l'aide, de dire c'est plus fort que moi. Je réagis par la violence sans me contrôler. Mais alors vous pouvez avoir de l'aide parce que prévenir vaut mieux que guérir. Ne te retrouve pas devant la justice demain tout simplement parce que tu aimes ton enfant. C'est sûr que tu ne le fais pas parce que tu le détestes, mais c'est juste que tu n'as pas la bonne méthode. Et peut-être que toi-même tu as vécu sous la violence et que tu es en train de reproduire justement ce que tu as reçu. Mais ça peut se déconstruire à un moment donné. Est-ce que tu en penses, Julie? Mais moi, je veux simplement renchérir en fait sur ce que maman dit, que quand on a besoin d'aide, en fait, il faut réaliser en fait qu'on a besoin d'aide en fait. C'est vrai que, comme on a dit, des fois on reproduit ce qu'on a fait quand on était plus jeune. Donc si aujourd'hui vous exercez ce qu'on appelle des mesures coercitives, de la violence physique ou même psychologique à votre enfant, c'est probablement parce que peut-être que dans votre passé, vous aussi, vous avez eu à vivre ces situations-là, vous avez vécu ça. Et c'est la raison pour laquelle vous le reproduisez aujourd'hui. Mais regardez maintenant votre enfant qui subit tout ça en fait aujourd'hui. Lui aussi sera comme vous demain à le reproduire. Donc, avant que par exemple, la DPJ ou toutes ces institutions-là se retrouvent chez vous, ben, cherchez à demander de l'aide. Comment est-ce que je fais pour gérer ces situations-là déjà à la maison, pour ne pas que toutes ces institutions-là puissent se retrouver à la maison. Parce que je vous assure, c'est sûr que leur but à ces institutions-là, c'est d'aider l'enfant, mais ça va vous faire très mal. Et même ils le savent, vous le savez certainement aussi, il y a beaucoup dans notre entourage qui ont eu affaire avec toutes ces institutions. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas toujours plaisant pour les parents. Et même pas pour l'enfant aussi, parce que quand il sort de son cocon familial, il commence par être perdu. Offrons la chance à nos enfants de rester avec nous dans nos maisons, juste en modifiant un peu des comportements qui sont souvent inadéquats, peut-être acquis culturellement, et que nous n'avons pas pris le temps d'être critiques, de poser un jugement critique sur ces comportements-là, ou bien de travailler sur nous-mêmes en tant que personne. Parce que oui, c'est un bagage qu'on a porté avec notre vécu peut-être. Ça se peut que c'est un bagage porté. Mais l'identité portée, on peut venir faire une identité construite parce qu'en réalité, une identité, c'est un processus continuel. On n'arrête de construire son identité que quand on va à la tombe. On n'a pas une identité toute faite et puis c'est figé. On est obligé de faire ça parce que la culture avait inscrit ça dans nos gènes. Non, l'être humain n'est pas comme ça. Nous avons un cerveau, nous sommes capables d'être critiques face à ce que nous observons, face à ce que nous faisons. Et s'il y a une personne sur laquelle nous avons la capacité de contrôle, c'est encore nous-mêmes. Donc nous ne posons pas des actes parce que la destinée a voulu qu'on pose ces actes-là. Non. Nous sommes capables d'être critiques en réalité. Donc, Julius, on va finir notre petite présentation sur le thème de la colère en disant à nos parents, à nos frères et sœurs de la communauté qui nous écoutent que si jamais ils sont dans le besoin d'en discuter davantage, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter sur le numéro de téléphone qui doit être inscrit en bas de cette vidéo. Et ça nous fera plaisir de faire une causerie éducative sur des sujets comme ça là avec les parents de la communauté et même en dehors de la communauté parce que nous ne sommes pas en train de stigmatiser en disant que la colère n'est que dans notre communauté. Non, c'est partout. C'est une émotion humaine et quand on est humain, on peut la vivre. La seule différence, c'est la façon de la gérer qui est différente d'une personne à l'autre. Alors, Julius, je ne terminerai pas ma vidéo sans parler de mon liquide Splina. Mon liquide Splina, c'est un produit chlorophylle de Edmark que je consomme avec beaucoup de plaisir. Et j'ai souvent montré ça quand je fais mes vidéos. Pourquoi? Parce que pour moi, le Splina, c'est quelque chose qui vient m'aider pour ma santé. Ça m'aide aussi pour ma santé financière parce que je me positionne comme distributrice de ces produits-là. Et étant maman, travaillant à la maison, ça constitue une belle source de revenus pour moi. Donc,
Je montrais ça, je montrais le co-collagène pour les mamans. Si vous prenez de l'âge comme moi, c'est un produit super intéressant. Vous pouvez reconstituer vos cellules du corps avec le co-collagène, retravailler l'élasticité de votre peau pour ne pas rapidement vieillir. C'est une belle chose de vieillir, de prendre de l'âge, c'est d'ailleurs une chance. Mais laisser sa peau tomber totalement, c'est pas une belle idée. Hein. Moi, je pense pas en tout cas. Alors, je vous ai dit, on peut conclure notre présentation. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la prochaine vidéo. Peace. Bye bye.